Génération procédurale, c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment coder un système donc sur Pico 8 pour pouvoir générer aléatoirement des niveaux pour un petit jeu en 2D de type roguelike. Si vous êtes intéressé par la génération procédurale, vous pourriez déjà commencer par lire la page Wikipédia qui explique un petit peu ce que c'est que la génération procédurale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la génération de niveaux de jeu. C'est dans ce sens-là que nous allons l'utiliser. Alors, pourquoi je me suis intéressé à la génération procédurale? Parce que je suis tombé, mais il y a longtemps maintenant, sur un petit jeu que j'aime bien qui s'appelle Pork-like, qui a été créé par Christian Majewski, qui a une chaîne YouTube d'ailleurs qui s'appelle Lazy Dev Academy, une chaîne qui est géniale, où je vous conseille de le suivre parce que vous apprendrez beaucoup de choses en programmation. Moi j'adore ce développeur, il est vraiment très très fort. Et du coup dans son jeu, je vais vous le montrer tout de suite. Il s'appelle Pork-like. Il a créé un système qui permet de générer des donjons de façon aléatoire. Donc vous voyez là je suis dans un niveau. Donc chaque fois que vous recommencez le jeu, vous tombez toujours sur des niveaux différents. Et ça c'est génial parce que vous découvrez à chaque fois un monde différent. Donc toute la difficulté de coder des niveaux comme ça générés aléatoirement, c'est de faire en sorte que le joueur ne reste jamais coincé. Parce que imaginez que le joueur apparaisse dans une salle et que cette salle ne communique pas avec le reste du niveau, du coup votre jeu peut se retrouver totalement injouable. Donc toute la difficulté, elle est là. Alors si vous vous rendez sur la page YouTube de Lazy Dev Academy, vous verrez que ce monsieur là, pour chacun de ses jeux, il fait toute une série de vidéos pour expliquer comment il a codé son jeu. Alors moi je trouve que c'est vraiment très très bien parce qu'il est très fort, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il fait vraiment des choses de grande qualité. Le problème c'est qu'il livre son code un petit peu à tout le monde et du coup on se retrouve sur le net avec des dizaines voire des centaines de copies de son jeu, avec des gens qui n'ont pas cherché bien loin, ils ont simplement fait un copier-coller de son code et ils ont changé 2-3 trucs au niveau graphique, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt de sortir des jeux comme ça. Mais en tout cas, lui, il a le mérite de partager avec tout le monde sa façon de coder, ses problématiques, etc. Et donc, pour Pork-like, il a fait une cinquantaine de vidéos. Ça fait pas mal d'heures de vidéos, à coup de 30 à 40 minutes par vidéo. Et je les ai regardées, ces vidéos. Et ce qui m'a intéressé, moi, c'était voir comment il faisait pour générer automatiquement les niveaux. Et il a fait plusieurs vidéos à ce sujet, la 28, 29, 30, 31, 32 et 33, je crois. Bon. Alors j'ai regardé tout ça, je trouvais ça très intéressant. Le problème, c'est que j'ai rien compris à ce qu'il a fait. Donc, pourtant j'ai essayé, j'ai regardé plusieurs fois, j'ai vu approximativement comment il faisait, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'il a mis en place une espèce d'usine à gaz. Alors c'est très ingénieux, mais c'est vraiment au niveau code, ça me paraissait extrêmement compliqué. Et donc je me suis dit, bon, vu que je comprends rien et que bon, j'aime pas ne pas comprendre, j'ai autant essayer de créer soi-même un système équivalent. Et donc c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer donc un système de génération procédurale pour des niveaux. De façon simple, avec très peu de code, et finalement plutôt très efficace. Alors, pour commencer, je vais vous montrer un petit peu ce que je pense que lui a fait. C'est ceci. C'est d'abord créer un système où on génère des salles. Vous voyez, on génère des salles de façon aléatoire. Et puis toute sa problématique à lui, c'était de comment faire pour relier ces salles les unes aux autres. Et c'est là que j'ai absolument rien compris.
Donc du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, allez, on va faire un autre système. Plutôt que de créer des salles et d'essayer de les relier, on va partir dans une autre direction. Je vais vous montrer dans quelle direction je suis parti. Alors, quelle que soit la méthode utilisée, on doit partir d'une map comme ceci, composée de tuiles. Alors, on est sur Pico 8, donc quand on a un écran complet, on a 16 colonnes par 16 lignes. Donc, chaque tuile fait 8 pixels par 8 pixels, puisque Pico 8 c'est 128 par 128. Donc voilà, j'ai toutes mes tuiles, et ces tuiles représentent des murs. À partir de là, moi, au lieu de créer des salles dans cette map, j'ai décidé de déjà commencer par creuser un couloir. Donc, pour pouvoir creuser un couloir, je vais définir aléatoirement une tuile qui est définie par un couple de valeurs qui est map x, map y, qui correspond en fait à la colonne en x et à la ligne en y. Donc là par exemple, cette tuile là, elle est représentée par le couple de valeurs 1, 2, 3, 4, 5 pour x et 1, 2, 3, 4 pour y. Donc cette tuile là, on peut l'identifier avec le couple de valeurs 6, 4. Il faut savoir que une map comme ça, vous verrez, on va utiliser des tableaux, et sur Pico 8, les tableaux sont indexés à partir de 1 et pas à partir de 0, donc ça, il faut y faire un petit peu attention. Donc après avoir sélectionné aléatoirement une case de départ, je vais creuser et je vais définir une direction vers laquelle je vais creuser. Donc j'ai 4 directions, en haut, à droite, en bas et à gauche. Et donc je vais attribuer des valeurs à ces directions, 1, 2, 3, 4, 1 étant le haut, 2 à droite, 3 en bas et 4 à gauche. Donc là, imaginons que je décide de creuser vers le bas, donc ce sera pour une valeur égale à 3. Je creuse vers le bas et je vais définir un certain nombre de cases à creuser, donc un certain nombre de lignes sur Y. Et par exemple, voilà, je décide de creuser 1, 2, 3, 4 cases en plus de la première. Donc j'ai créé un couloir sur 5 lignes en Y. Arrivé à la dernière case ici, je décide de créer une pièce. Donc je vais définir une largeur et une hauteur, et ensuite je vais creuser, et là j'enlève 12 tuiles. Et ainsi de suite, en répétant l'opération plusieurs fois, je vais comme ça générer des couloirs et des pièces. Donc ensuite pour la deuxième itération, je vais choisir comme direction gauche, bas ou la droite, donc droite, bas ou gauche. Par contre, je ne choisis pas la direction vers le haut puisque j'en viens. Donc ce serait dommage de repartir dans la direction où on a déjà creusé. Donc on va creuser donc soit à droite, soit en bas, soit à gauche. Et ensuite, on continue. On va créer un nouveau couloir, une nouvelle pièce, un nouveau couloir, une nouvelle pièce. Donc voilà. Donc vous voyez que ici, les couloirs et les pièces se suivent et communiquent entre eux, puisque on part toujours du précédent pour créer le suivant, donc il ne peut pas y avoir de problème de pièces isolées. Vous voyez que tous les points rouges sont reliés les uns aux autres. Donc pour résumer, mon principe à moi, c'est de choisir un point de départ aléatoirement sur ma map, randomiser une direction pour creuser un couloir, puis ensuite créer une pièce, et on revient à générer aléatoirement une nouvelle direction, et on va recreuser, et ainsi de suite. On va faire un certain nombre d'itérations qui sont notées n ici. Donc vous verrez que dans le code, ce sera une boucle while qui sera pilotée par une variable qui s'appelle n. Donc voilà mon principe pour pouvoir générer ces donjons de façon aléatoire et de façon à ce qu'il y ait toujours une continuité entre les couloirs et les pièces. Bien alors maintenant je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, et on parlera du code tout à la fin, parce que comme je dis toujours, si on comprend comment ça fonctionne, finalement le code ça vient tout seul. Donc vraiment le code, moi c'est ce que je vois en tout dernier. Donc je vais vous montrer le résultat de ma méthode. Donc on va lancer le petit fichier Dungeon 2. Ok, on va aller regarder le code hide walls, c'est bon, et je vous montre à quoi ça correspond. Donc vous voyez, j'ai une map avec que des murs, et puis quand j'appuie sur une touche, je vais générer des donjons, des couloirs, des pièces. Donc voilà, donc j'ai des pièces et des couloirs. Vous voyez que
il y a beaucoup de tuiles inutiles dans le jeu de Pork-like. On n'a que le contour des murs qui apparaissent. Alors que là, j'ai le contour, mais j'ai aussi euh, la partie intérieure. Voilà, j'ai plein de murs en trop. Je vais vous montrer comment on peut les supprimer, car il faut les supprimer. Donc, on va réactiver cette fonction qui s'appelait Hide Walls. On va modifier juste un petit truc tout en bas dans Hide Walls pour que vous puissiez bien voir la différence. Voilà, on y va. Donc vous voyez que là déjà j'ai supprimé tous les murs à l'intérieur là. Et je les affiche en rouge. Et vous voyez que chaque fois que je génère des niveaux, vous voyez que les tuiles en trop, elles apparaissent en rouge. Tout ce que vous voyez en rouge, ce sont des tuiles inutiles. Et donc il va falloir les faire disparaître. Et pour les faire disparaître, c'est très simple, il suffit de les rendre invisibles. Voilà, on relance et vous voyez maintenant on a uniquement le contour des murs avec les parties couloirs et pièces qui sont représentées par les zones avec les petits points gris. Donc là, ça ressemble beaucoup à ce qu'a fait Christian dans son jeu Pork-like. Donc je vais vous montrer maintenant comment j'arrive à générer tout ceci avec quasiment 3 fois rien au niveau code. Alors au niveau code, tout part de ceci. Ceci, c'est quoi? C'est une représentation au niveau du code des tuiles de mon écran. On a bien les 16 colonnes et les 16 lignes. Et chaque valeur représente finalement une tuile. Donc pour bien comprendre, il faut déjà maîtriser les tableaux en programmation. Et ici, c'est un tableau à 2 dimensions. Et nous sommes sur Pico 8 et je vous le rappelle, ça ne faut pas oublier que les tableaux sur Pico 8 sont indexés à partir de 1, alors que dans les autres langages de programmation, les tableaux sont indexés à partir de 0. Donc ici, j'ai la valeur de la colonne numéro 1 et là, j'ai la valeur de la colonne numéro 16. Voilà. Donc vous voyez que mon tableau, il est peuplé de valeur 1. Ça c'est complètement arbitraire, il suffit de dire, dans mon tableau, chaque fois que j'ai une valeur 1, il faudra afficher un mur. Donc il faut juste savoir qu'on peut parcourir le tableau avec une boucle for, et chaque fois que le système rencontre une valeur 1, il va afficher au bon endroit la tuile qui correspond à un mur. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que je vous ai montré tout à l'heure, on allait définir aléatoirement dans ce tableau une tuile, par exemple celle-ci là, et on allait remplacer la valeur 1 par la valeur 0. Donc vous voyez ici là, j'ai remplacé donc la tuile 1 qui était un mur, je l'ai remplacé par un 0. Et donc quand on va lire le tableau, on va voir un 0, et à cet endroit-là, on n'affichera pas de mur, on affichera autre chose, une dalle de sol par exemple, ou dans mon exemple, c'était une dalle avec un petit point. Donc voilà, chaque fois qu'il y aura un 0, on saura qu'il n'y a pas de mur. Donc vous voyez que ici on travaille avec une map qui est relativement petite, puisqu'on a 256 tuiles, 16 par 16. Alors, est-ce que c'est intelligent de créer une map comme ça, un tableau à 2 dimensions de cette façon-là? Là, pas vraiment, puisque en fait, dans ce tableau, on a toujours la même valeur, 1. Donc, il y a quand même une façon plus simple et plus intelligente, entre guillemets, de créer un tableau. Je vais vous montrer sur Pico 8. Il suffit, pour créer un tableau que j'ai appelé grid, il suffit d'utiliser ceci, une double boucle for qui va permettre de créer vos lignes et vos colonnes et de les peupler avec la valeur 1 ici. Donc vous voyez que ce petit code là, ça remplace toute cette chose là que vous avez à gauche, ce grand tableau qui a été fait à la main. Donc dans le cas présent, comme on n'a que des 1 dans notre tableau, on va préférer cette méthode là qui est quand même plus simple. Alors maintenant on va se plonger dans le code et donc pour pouvoir générer ces niveaux,
il y a une fonction, c'est la plus importante. Je l'ai appelée maze. Vous voyez ici, la fonction maze, elle prend un paramètre que j'ai appelé n. Ce paramètre, ça va être le nombre de réitérations dont je vous ai déjà parlé précédemment. C'est le nombre de fois où on va creuser dans le labyrinthe. Et c'est ce paramètre dont la valeur va être assignée à une variable que j'ai appelée n également. Et c'est cette variable n qui va contrôler la sortie de la boucle while que on va voir un petit peu plus tard. Donc ensuite, il va falloir sélectionner aléatoirement une tuile. Je vous l'ai marqué ici en bas. Sélectionner aléatoirement une tuile dans notre tableau. Ici, j'ai sélectionné cette tuile qui se situe à la 7e colonne et à la 4e ligne. Et donc, je vais définir deux variables qui s'appellent gridx et grid y. Ça correspond au mapx et mapy que j'avais fait, que je vous avais montré précédemment dans le schéma. Donc là, ici, j'ai donc un couple de valeurs 7 et 4 qui correspondent à un emplacement précis de ma map. Donc ma fonction maze, ici, elle permet de définir un point de départ où on va creuser. Donc gridx, qui est une valeur aléatoire entre 1 et 16, et grid y, qui est exactement la même chose, une valeur aléatoire entre 1 et 16. Une fois notre point de départ sélectionné, notre fonction maze, ici, elle va devoir sélectionner une direction. Donc ici, vous l'avez. On va pouvoir creuser vers le haut, vers la droite, vers la gauche ou vers le bas. Et donc, j'ai associé à ces directions une valeur, 1 pour le haut, 2 pour la droite, 3 pour le bas et 4 pour la gauche. Donc, ma fonction maze, elle va me sélectionner une valeur entre 1 et 4, ce qui va me permettre de définir une direction pour creuser. Ensuite, on va rentrer dans la boucle while qui va tourner un certain nombre de fois en fonction de la valeur n que vous aurez choisie. Une fois donc rentré dans cette boucle while, première chose qui va se passer, c'est on va définir le nombre de cases à creuser, soit sur x, soit sur y. C'est la variable qui est ici, que j'ai appelée nbr pour nombre. Donc on va choisir une valeur entre 2 et 16. Alors pourquoi 2 ? Parce que pour faire un couloir, il faut au moins creuser 2 cases. Parce que si on n'en creuse qu'une, finalement ça fait juste un trou, ça ne fait pas un couloir. Donc maintenant, pour voir concrètement ce qui se passe, admettons que la variable nombre soit égale à 5 et que ici la variable direction choisie soit égale à 3. 3, ça veut dire qu'on va creuser sur l'axe des Y dans le sens positif vers le bas. Et on va creuser 5 tuiles. Ça va donner ceci. Voilà. On a ici 1, 2, 3, 4 et 5. 5 tuiles qui vont être supprimées. Les murs vont être supprimés. Et là, dans mon tableau, on va remplacer les 1 par des 0. Pour ça, on va regarder le code. Vous allez voir, il est très simple. Puisque quelle que soit la direction, c'est toujours quasiment le même code. Il faut juste modifier certaines choses. On va aller à direction égale 2, direction égale 3. Voilà. Donc le code pour pouvoir creuser, c'est juste ça. Vous voyez, c'est pas grand chose. Donc si je choisis la direction 3, eh ben, je pars de y égale 0, on fait une boucle for, jusqu'au nombre choisi, donc c'est 5, et on va à chaque fois remplacer dans le tableau les valeurs 1 par les valeurs 0 ici. Petite chose très importante, ici j'ai rajouté une condition. La condition, c'est si grid y, puisque je creuse sur l'axe des y, j'utilise grid y, plus y, c'est ma valeur, qui est choisie dans la boucle for, entre 0 et 5, il faut s'assurer que grid y plus y est bien strictement inférieur ou égal à 16. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un tableau, et si cette valeur-là est supérieure à 16, ça veut dire qu'on est arrivé
au-delà du tableau, c'est-à-dire qu'on est tout en bas, on est sorti des valeurs du tableau, on est sorti des marges du tableau, et donc là forcément le système va planter puisque vous n'avez pas le droit de faire appel à une valeur qui est out of range, c'est-à-dire en dehors des valeurs du tableau. Enfin, une fois le couloir vertical creusé vers le bas, on va lancer la fonction room. La fonction room va nous permettre de créer une pièce au niveau de la dernière ligne, la dernière position de notre couloir. Donc vous voyez que finalement il n'y a pas beaucoup de code pour chaque direction. Voilà, là pour la direction 3, il y a juste ça comme code. Donc c'est pas grand chose, et c'est la même chose pour direction égale 1, 2 ou 4. C'est exactement la même chose. C'est juste que en fonction de la direction, on va s'occuper de grid Y ou bien de grid X. Dernière petite chose, dans notre cas on a creusé verticalement, il faut mettre à jour grid Y. Pourquoi? Parce que grid Y au départ c'était ici, c'était 1, 2, 3 et 4. C'était cette valeur là, c'est-à-dire la ligne, c'était le 0 qui se trouve à la ligne 4. Après avoir creusé, on a creusé sur 5 lignes, donc grid Y, c'est plus 4, c'est maintenant 4 plus 5, c'est-à-dire on est arrivé à cette ligne-là, c'est-à-dire à la ligne numéro 9. Donc on met à jour grid Y égale grid Y plus nombre, nombre étant le nombre de cases creusées, c'est-à-dire 5, donc 4 plus 5, ça fait bien 9. Et n'oubliez pas aussi de rajouter une condition ici pour s'assurer qu'on n'est pas arrivé en dehors des limites du tableau. Le tableau il va jusqu'à la ligne 16. Donc on vérifie que grid Y plus nombre est bien inférieur ou égal à 16. Parce que sinon, si on s'aperçoit qu'on est au-delà de 16, on va simplement assigner la valeur 16, c'est-à-dire la dernière ligne du tableau, à grid Y. Une chose à ne pas oublier avant de modifier la valeur de n pour passer à l'itération suivante, il faut redéfinir aussi la direction. Puisqu'on avait fixé dans notre cas ici direction égale 3, une fois qu'on a creusé, on va définir une nouvelle valeur pour direction pour l'itération suivante. Mais attention, la direction, on ne va pas creuser dans n'importe quelle direction. On va creuser dans la direction 1, 2 ou bien 4. Puisqu'on a déjà creusé dans la direction 3, donc il serait stupide de creuser en marche arrière dans un couloir qu'on a déjà creusé. Donc du coup, pour la direction de l'itération suivante, on exclut la valeur 3 et on choisit une direction parmi 1, 2 ou 4. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que notre variable direction, initialement, je l'avais mis à l'extérieur de la boucle while pour fixer la première direction entre 1, 2, 3 et 4. Mais une fois qu'on est dans la boucle while, on va modifier la direction en excluant à chaque fois la direction d'où on vient. Voilà, donc ça c'est une petite chose importante, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je retourne à direction égale 3. Donc finalement, si je reprends tout le code, par exemple pour la direction 3, c'est tout ça. Voilà. Et sachez que c'est exactement la même chose pour la direction 4, la 1 et la 2. Simplement, il faut faire attention à grid X ou grid Y. Soit on va creuser horizontalement ou on creuse verticalement. Voilà. Donc là, on a terminé avec la boucle while et on a terminé avec la fonction maze. Et maintenant, on va passer à la petite fonction room qui permet de créer les pièces. Alors, la fonction room, elle est relativement simple.
une pièce, c'est quoi? C'est un carré ou un rectangle. Donc on va définir ce carré ou ce rectangle par une largeur et une hauteur. Et bien je définis cette largeur et cette hauteur avec side x et side y. Je vais assigner à ces deux variables une valeur comprise entre 1 et 3. Ça, vous pouvez le changer. Ça veut dire de 1 à 3 tuiles de côté et 1 à 3 tuiles de hauteur. Ok. Ensuite, on va commencer à creuser notre pièce. Pour ça, il faut d'abord une condition. Il faut s'assurer qu'on est bien dans les limites du tableau. Pour ça, on va vérifier. Je vous rappelle qu'on a grid X et grid Y, c'est le dernier zéro du couloir. Hein, c'est notre position. C'était 9 en Y et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en X. Donc il faut vérifier que si je fais grid x plus side x, c'est-à-dire le nombre de tuiles sur x que je veux enlever, il faut que ce soit inférieur à 16. Et pareil pour y, grid y plus side y, il faut s'assurer que c'est bien inférieur à 16 pour être sûr d'être dans le tableau. Si tout est OK, avec une double boucle for, je vais pouvoir creuser à la fois sur l'axe horizontal et sur l'axe vertical, et donc je vais remplacer les valeurs du tableau par des zéros. Voilà, partout où il y a des 1 ou même des zéros, parce que des fois on creuse à des endroits où on a déjà creusé, peu importe, on met des zéros partout pour définir cette pièce. Si par contre grid x plus side x était supérieur à 16, on va mettre une petite condition supplémentaire, parce que j'ai mis un else ici. On va creuser dans la limite des 16, c'est-à-dire qu'on va s'arrêter à 16, on n'ira pas au-delà pour être sûr de ne pas sortir du tableau. Autre fonction très importante, c'est la fonction que j'ai appelée showMap, c'est-à-dire on va afficher notre donjon, on va afficher le résultat de tous ces petits calculs. Pour ça, c'est très très simple. On crée une double boucle for qui va parcourir tout notre tableau à 2 dimensions, et chaque fois qu'il tombera sur un 0, il mettra par exemple un sprite particulier. Par exemple, si c'est 0, moi c'est je l'ai mis ici, voilà, c'est ce sprite là, c'est un point. Et puis s'il tombe sur un 1, donc c'est-à-dire j'ai mis else, si on n'a pas 0, c'est forcément que c'est une autre valeur, il mettra un sprite mur, tout simplement. Donc vous voyez, la fonction showMap, elle est très simple. Ici, dans la fonction draw, elle est ici, ma fonction map. Voilà, elle est essentielle et elle permet d'afficher le résultat de ma fonction maze. Et vous voyez que ma fonction maze, je l'ai mis en paramètre, j'ai mis la valeur 20, c'est-à-dire que je lui ai demandé de faire 20 itérations. Donc au cours des 20 itérations, c'est évident que il arrive bien souvent que je creuse à des endroits où j'ai déjà creusé, mais avec 20, j'obtenais un résultat tout à fait satisfaisant. On peut mettre un peu plus, on peut mettre un peu moins, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Et on arrive à la dernière fonction. La dernière fonction, c'est hide walls. C'est la fonction que j'ai créée pour éliminer tous les murs en trop. Parce que ça servait à rien, puis visuellement c'était pas intéressant de garder toutes ces tuiles. Donc vous voyez que la fonction elle est très simple, il n'y a vraiment pas grand chose, mais il faut bien comprendre quel est le principe. Comment faire pour éliminer une tuile et pas une autre. Comment faire pour éliminer des tuiles qui sont à l'intérieur du contour des murs. C'est pas forcément évident à première vue, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Alors pour voir comment ça marche, on va zoomer un petit peu ici sur notre tableau qui représente la map, l'aire de jeu. Alors, prenons par exemple ce mur. Vous voyez que ce mur, on a un mur qui est au-dessus,
À sa droite, il y a un autre mur. En bas, il y a un autre mur. Par contre, à sa gauche, il y a un couloir. Donc, puisqu'il y a un couloir à sa gauche, on va dire ce mur-là, c'est un mur de contour. C'est un mur extérieur. Voilà. Donc, ce mur-là, ben, il faut le garder, puisqu'il va délimiter les pièces ou les couloirs. Par contre, prenons celui-ci de mur, par exemple. Regardez. En haut, au-dessus de lui, il y a un mur. À sa droite, il y a un mur. En bas, il y a un mur. Et à sa gauche, il y a un mur. Donc, vous voyez que ce mur-là, il est entouré de murs. Donc, il ne sert à rien. On peut l'enlever. Voilà. Et ben, c'est ce que fait la fonction hideWalls. Elle va simplement vérifier, en faisant toujours attention d'être bien dans les marges du tableau. Là, on est à 2,15, c'est-à-dire que on fait attention, on va faire, voilà, c'est le jeu, voilà, vous voyez, on conserve les murs extérieurs. Si on ne le fait pas, on va se retrouver en dehors des marges du tableau. Donc, on va utiliser une double for loop et on va passer en revue toutes les cases du tableau et on va vérifier que, à chaque fois, quand on veut enlever un mur, il faut que ce mur il soit bien entouré par un mur en haut, un mur à droite, un mur en bas, un mur à gauche. Si c'est le cas, ce mur il est inutile et on l'enlève. Et pour l'enlever, on le rend invisible en mettant un sprite qui n'est pas un sprite mur. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple. Il fallait juste penser à cette petite astuce là et ça marche parfaitement bien. Quand on lance le jeu, vous voyez, il n'y a jamais d'erreur. J'enlève systématiquement tous les murs qui sont à l'intérieur en conservant que les murs périphériques. Voilà comment ça marche. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur la génération procédurale. Une dernière petite chose. Là, je vous ai mis à gauche le travail de Christian avec Porklike. Et à droite, vous avez le mien de travail. Vous voyez que le principe des couloirs est grosso modo le même. Par contre, au niveau graphique, c'est pas, moi c'est beaucoup plus simple. Comment faire pour pouvoir, au niveau graphique, avoir un résultat comme celui qu'il a obtenu? Il va falloir mettre en place une fonction relativement lourde pas par sa complexité mais par sa longueur, parce que il va falloir faire à peu près le même principe que pour enlever les murs à l'intérieur, c'est le même genre. Il va falloir analyser à chaque fois la position des murs. Je m'explique. On va regarder ça ensemble. Imaginez par exemple que je sois ici. Quel sprite je vais pouvoir mettre? Parce qu'il faut concevoir un tileset complet avec tout un tas de tuiles, avec les bordures arrondies pour l'angle supérieur droit, l'angle supérieur gauche, etc. Exactement comme Chrisman a fait. Mais ensuite, il faut aller les placer automatiquement sur la map. Donc ça, c'est complexe et ça va être le travail d'une fonction assez complexe à écrire par sa longueur en fait. Parce que regardez ici par exemple, on a un couloir. Bon, c'est vrai que moi je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5 murs identiques. Mais si on veut faire quelque chose de plus joli, de plus abouti comme ce qu'il a fait, il va falloir mettre ici par exemple un sprite arrondi dans le coin supérieur droit, ici un sprite arrondi dans le coin supérieur gauche pour faire quelque chose de joli. Et donc à chaque fois, il va falloir analyser la position du mur, comment il est situé par rapport aux autres positions du tableau. Là on voit par exemple qu'on a une case couloir qui est en haut à droite par rapport à ce mur. Donc du coup, à ce moment-là, il va falloir mettre un sprite ici qui sera incurvé, par exemple avec un arrondi
en haut à droite. Je ne sais pas s'il y en a là par exemple. Voilà, comme il a fait ici, là par exemple, vous voyez, là c'est arrondi en haut à gauche, mais c'est arrondi vers l'extérieur. Ici, là, vous voyez, on a un sprite avec un arrondi, on va dire un arrondi euh, vers l'intérieur. Donc, il faudra mettre en place une fonction qui va analyser chaque tuile et en fonction de l'environnement de chacune des tuiles, prendre la décision de mettre tel ou tel sprite. Donc bon, ça je l'ai pas fait parce que ça m'intéresse pas et puis il y en a pour des heures, mais le principe c'est celui-ci. Chris Mann il a mis en place une méthode, je n'ai rien compris. Il est passé par des espèces de signatures et de trucs de valeurs binaires. Enfin bon, bref, j'ai pas compris. Mais finalement, c'est plus long que difficile. Voilà, donc bah, si ça vous intéresse, ben, amusez-vous à le faire. Moi j'ai pas le temps. Voilà, j'espère que vous aurez compris et que j'aurai réussi à éclaircir un petit peu pour vous comment fonctionne la génération procédurale de niveau.